Merci, Monsieur le Président. Merci de me faire cet honneur de m'inviter à cette discussion. Merci aussi à l'ensemble des membres du groupe. Alors, je voudrais proposer une perspective historique qui recoupera en partie ce qu'a pu dire Christophe Bellon. Et même si je répète certaines choses, ça pourra tout de même nourrir la discussion. Donc, la perspective historique, c'est en fait, est-ce qu'on peut proposer une histoire du contrôle parlementaire, une histoire politique du contrôle parlementaire? Et ici, la première remarque que l'on peut faire, c'est que dans cette histoire, il y a certainement deux grandes phases. La première phase était celle où le contrôle était particulièrement fort, un contrôle exercé par le Parlement sur le gouvernement, et une époque, sans parler d'âge d'or, effectivement, mais une époque de la force du Parlement, que j'opposerais à l'époque, la phase ultérieure, caractérisée par la force de gouverner. Je fais aussi un peu la pub pour mes ouvrages. Donc, la force du Parlement, Christophe Bellon en a parlé, la force du Parlement, ce Parlement de l'éloquence, c'est effectivement une période où le contrôle est à son maximum. Mais la remarque que l'on peut faire, je prolonge aussi ce qu'a dit Christophe, la remarque qu'on peut faire, c'est que finalement, le vocabulaire n'était pas celui qu'on utilise aujourd'hui. Ni contrôle, ni évaluation n'apparaît. Parce qu'il y avait un vocabulaire venu de la longue histoire parlementaire, autant monarchique, libérale que l'histoire parlementaire républicaine, qui était responsabilité, interpellation, ou bien le sens de souveraineté nationale. La souveraineté nationale, sa définition concrète, j'allais dire opérationnelle, c'est qu'elle s'exerce par le contrôle du Parlement sur l'exécutif. Donc, ce que l'on peut appeler cette grande époque dans l'histoire parlementaire est derrière nous. Bien sûr, elle ne peut pas renaître. Mais il faut aussi comprendre que dans cette période, si vous voulez, le principe même du contrôle reposait sur ce que vous avez déjà parlé, la mise en jeu de la responsabilité, c'est-à-dire que tout débat, notamment les débats d'interpellation, pouvait aller au fond de choses parce que les deux parties en présence, quand je dis partie, c'est au féminin, les deux parties en présence avaient intérêt à crever l'abcès, aller au fond des choses, aussi bien les interpellateurs que ceux qui se défendent, c'est-à-dire le gouvernement, parce qu'au bout du débat, il y a un vote qui met en jeu l'existence du gouvernement. Si on veut dire les choses un peu familières, le gouvernement avait l'obligation d'aller au fond de son explication parce qu'il jouait sa peau, tout simplement. Et ceci quasiment en permanence. Alors bien sûr, la contrepartie de ce parlementarisme fort, c'est ce que l'on voit dans les ouvrages de droit et tous les ouvrages qui présentent l'avènement de la Ve République, avec une vision positive de la Ve République, c'est que la contrepartie incontestable, c'est l'instabilité des gouvernements, la valse des ministères, les gouvernements qui chutent sur des pots de banane ou des pots d'orange, comme on disait à l'époque. La fréquence des crises ministérielles est très clairement devenue un problème politique central après la Première Guerre mondiale. Il faut remarquer que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait aussi eu plusieurs gouvernements. Mais il est clair qu'à partir des années 30 jusqu'aux années 50, il y a un renversement, finalement, un renversement de la priorité des choses. Ça se fait avant 1958. Un transfert de priorité, j'appellerais ça comme ça, un transfert de priorité, c'est-à-dire que la priorité n'est plus de défendre le pouvoir de contrôle de l'Assemblée au risque de l'instabilité gouvernementale, mais ça s'est renversé. Dorénavant, la priorité que l'on voit dans le parlementarisme rationalisé, déjà un peu sous la 4e, mais ça ne marche pas, donc finalement, c'est élaboré sous la 5e, la priorité, c'est devenu la stabilité, la continuité du pouvoir exécutif, des gouvernements, au risque de réduire la capacité de contrôle du Parlement. Donc, on peut dire les choses de manière beaucoup plus complexe, avec plus d'érudition, mais c'est ça le cœur, c'est qu'en fait, il y a quand même, c'est pas un jeu gagnant-gagnant. Sur l'ensemble de l'histoire du XXe siècle, vous avez eu un perdant, pas total, mais quand même, le Parlement, et un gagnant, la force de gouverner le gouvernement. C'est un peu, si vous voulez, l'équivalent d'un renversement de la charge de la preuve. Dorénavant, c'est l'Assemblée, notamment sa majorité,
qui doit faire la preuve de sa capacité à soutenir le gouvernement et donc à assurer sa stabilité. Évidemment, c'est inhibiteur pour sa capacité à contrôler et à contester. On ne contrôle pas sans contester. Il faut avoir du grain à moudre. Voilà, donc ça s'est fait comme ça par ce phénomène. Alors maintenant, le deuxième point qu'il faut, je crois, souligner, c'est que ce que peut faire le Parlement moderne. On a dit effectivement que dorénavant, la fonction de contrôle est érigée au même plan que la fonction législative. Mais ici, je crois qu'il y a un autre problème auquel est confronté le Parlement moderne, c'est que qu'est-ce qu'il contrôle finalement? Voilà, parce que à l'époque où on pouvait concevoir, même si c'est en partie déjà une mythologie, à l'époque où on pouvait concevoir la décision publique comme inscrite dans la loi étant complétée par des décrets qu'on appelle d'application et des décrets qui étaient normalement scrupuleusement associés à la loi, on pouvait effectivement se dire que le Parlement avait cette forme de souveraineté. C'est pour ça le terme de l'exécutif, c'est un terme qui désignait l'aspect presque mécanique du pouvoir. Le pouvoir venait simplement compléter et donner quelques détails supplémentaires applicables dans l'administration, quelques détails supplémentaires à la loi décidée par le débat parlementaire. Or, historiquement, vous avez une crise de la loi, ou plus exactement un débordement de la loi, un dépassement de la loi par les politiques publiques. Le terme de politique publique est assez récent, mais on peut en faire remonter l'histoire aux années 1930. Le terme n'existe pas encore dans les années 30, mais la chose commence à exister. Une politique publique, c'est par exemple les premières grandes politiques économiques. Quand le gouvernement, le ministère des Finances, le président du Conseil, quand la présidence du Conseil s'organise à Matignon, donc crée Matignon en 1935, là vous avez un pôle nouveau, tout à fait moderne, qui est capable de concevoir des plans, le terme de plan est aussi très représentatif de l'époque, un plan d'action économique. Le premier, c'est Pierre Laval qui l'a fait. Donc, pas une heureuse mémoire, mais c'est lui à qui il faut reconnaître cela. Et puis surtout Léon Blum en 1936, où vous avez cette pensée moderne de l'action publique. Mais du coup, dans cette action publique, elle se fait dans le temps, elle n'est pas emprisonnée dans le moment X de la loi, et elle se fait aussi plus largement par une ouverture dans l'espace, c'est-à-dire qu'on fait appel à d'autres pouvoirs experts que le Parlement, bien sûr. Pas seulement le Conseil d'État, mais aussi des organismes, des comités, hauts comités, alors vous avez tout un vocabulaire des années 30, qui va passer ensuite sous la Ve République, commissariat, hauts comités, qui sont des satellites du pool Matignon, de ce que j'ai appelé le modèle Matignon, et qui devient un pourvoyeur, pas seulement les vieux règlements d'administration publique, qui étaient toujours pensés comme des continuateurs de la loi, mais des textes, des idées de mesures, des idées de réformes qui peuvent passer par le pouvoir réglementaire, qui peuvent aussi préparer une loi, mais dans le cadre moderne des politiques publiques, la loi, si vous voulez, et donc le Parlement, devient une séquence, une fenêtre. Elle peut être importante, certes, ça il faut faire du cas par cas, mais ça n'est plus qu'une fenêtre dans une sorte de long circuit qui s'étale à travers une longue action publique. Alors la question qu'il faut se poser, c'est celle-là, c'est qu'est-ce que peut faire un Parlement pour exercer un contrôle? Ça n'est plus un contrôle sur le gouvernement, finalement, qui importe. Il ne s'agit pas de dégommer le gouvernement, il ne s'agit pas d'appuyer sur le siège éjectable, puisque ça, c'est devenu insupportable, y compris aux yeux de l'opinion publique. Et le sens moderne de la démocratie, c'est d'avoir rendu insupportable l'instabilité du gouvernement. Donc la vieille République est morte. Mais le contrôle doit pouvoir s'exercer sur cette action publique qui est devenue protéiforme. Et là, force est de constater que, si je puis dire, l'État moderne n'a pas attendu la modernisation du Parlement. Et la modernisation de l'État a plusieurs métros d'avance sur la modernisation du Parlement. L'État moderne, qui d'ailleurs s'appuie sur une longue tradition, au fond, l'État moderne a lui-même créé ses organes de contrôle, en France ou dans d'autres pays. On peut penser au Conseil d'État, la Cour des comptes, mais aussi l'ensemble de ces organes, comités, hauts comités, comités de ceci, commission de la ville, etc., qui sont autant d'organes venant nourrir la capacité d'expertise de l'exécutif, du gouvernement,
et qui, du coup, échappent au Parlement. Donc la question, si vous voulez, très matérielle pour le Parlement, c'est presque en termes un peu militaires, c'est-à-dire où peut être la cible? Où peut-il cibler de manière qualitative le point géométrique, hein, le point d'Archimède, qu'il peut viser pour jouer un rôle dans cette république du contrôle, sachant qu'une bonne partie du contrôle va lui échapper. Le contrôle, si je puis dire, le plus expert peut lui échapper. Peut-être que ce n'est pas grave, mais à condition qu'il exerce, notamment aux yeux de l'opinion, un contrôle politique. Alors, la réflexion la plus difficile qu'on a en ce début de 21e siècle, c'est tout simplement de savoir quand est-ce qu'on fait de la politique et pas de l'expertise. Parce que si c'est expertise contre expertise, je pense que le jeu est inégal. Alors, autre remarque sur l'évolution historique, alors là c'est une évolution très récente, c'est que il y a aussi une autre forme de contrôle qui s'exerce sur les membres du gouvernement ou sur les hommes politiques en général. C'est un contrôle informel, indirect, qui vient du monde des médias. Et il est intéressant de voir que le Parlement, Parlement, je parle de l'Assemblée nationale, avec votre groupe, réfléchit sur le mode de contrôle moderne au moment où finalement il y a des formes de contrôle incontrôlables, si je puis dire, qui se fait par les médias. Des hommes politiques qui doivent renoncer à leur carrière pour telle ou telle raison. Donc vous avez aussi, je pense, à gérer cette question-là. C'est-à-dire que vous avez parfois un lynchage médiatique fait sur telle ou telle personnalité par rapport à telle ou telle question. Donc, ça aussi, à l'âge où, comme vous le savez, l'information s'est transformée en, selon ce mot américain, infotainment, la capacité des médias à créer des scandales concernant tel ou tel homme ou femme politique nourrit l'infotainment. C'est-à-dire que c'est un des éléments de thriller, d'épisodes successifs créés par l'infotainment. Donc c'est aussi une forme de contrôle concurrente à celle que le Parlement peut exercer. Alors, je terminerai mon propos par une proposition. Christophe Bellon a fait ces 5 salves de propositions, et il faut l'intégrer à votre équipe urgemment pour rédiger le rapport. Non, moi je ferai une proposition qui n'est pas, si vous voulez, élaborée dans le détail, mais finalement, il n'y a pas d'âge d'or. Je suis d'accord avec Philippe Reynaud. Bon, on ne peut pas réfléchir en histoire en termes d'âge d'or. Bon. Mais il y a quand même une boîte à outils que peut offrir le regard historique. Et dans la boîte à outils qui a disparu sous la 5e, il y a ce droit d'interpellation, les séances d'interpellation. Le mot interpellation est fort. Je trouve qu'il désigne bien la capacité politique d'interpeller. Alors, pourquoi ne pas imaginer la restauration, bon ça fait un peu monarchique, mais la restauration du droit d'interpellation sous une forme moderne. Au fond, quand il y a des périodes de crise graves, militaires, diplomatiques, qui mettent en jeu finalement le bien commun et qui est perçu comme tel par les différents partis, par l'opinion. On peut imaginer à ce moment-là des séances consécutives, sans limitation de temps de parole, ou en tout cas il faut y réfléchir, et comme par exemple sous la Troisième République, à l'époque d'Aristide Briand, soit président du Conseil, soit ministre des Affaires étrangères, dans ces années 1920, où la France, tous les 4 matins, devait remettre sur l'établi sa politique de réparation, les problèmes des réparations allemandes, ou sa politique diplomatique en général. Faut-il faire de la sécurité ou faut-il faire de la réconciliation franco-allemande? Bon, vous aviez des conférences internationales à peu près 1 ou 2 par an, entre 1920 et 1924, parce que le traité de Versailles, l'ordre de Versailles n'a en fait jamais existé, a été constamment révisé, surtout pour le montant des réparations. Donc à cette époque-là, il y avait les séances d'interpellation, et ils allaient au fond des choses. Alors, des séances d'interpellation, premièrement, continues, séances consécutives, ça peut avoir l'avantage pour l'Assemblée de retrouver du lustre, retrouver un parlement d'éloquence. Deuxième point, une fonction de pédagogue national, qui, à mon avis, alors Christophe parlait de scénarisation, il faut aussi réfléchir à ça, mais à mon avis, ça peut être beaucoup plus intéressant et porteur que ce qui peut se faire sur un plateau de BFM TV.
Fonction de pédagogue national, et puis politiquement, ce type de séance permet de crever l'abcès et sert le gouvernement dans certains cas. Si le gouvernement a tous les arguments en place, ça peut lui servir. Et effectivement, on peut imaginer que dans cette séquence d'interpellation, il peut y avoir un moment présidentiel, pourquoi pas, puisque Olivier Rosenberg aussi en parlait dans l'une de vos auditions. Donc ce droit d'interpellation doit être mesuré. Il faut faire attention à quelques verrous, notamment sur le temps de parole, sur le moment où on déclenche le droit d'interpellation. On ne peut pas le déclencher pour n'importe quoi. Et le mot de crise est très difficile à définir en droit et en droit constitutionnel, certes. Enfin, ça a déjà été le cas sous la Ve République pour faire mettre en jeu les pouvoirs exceptionnels, l'article 16. Donc ça demande certainement une réflexion juridique très appliquée, mais si vous voulez, il ne faut pas avoir peur dans un process de modernisation de chercher dans la tradition, voilà, tout simplement. Ce serait idiot de se dire par mythe du progrès qu'il faut toujours trouver de l'innovation. Si on cherche de l'innovation dans les concepts d'évaluation, termes administratifs, termes d'entreprise, je ne suis pas sûr qu'on aille très loin. On avait un très beau outil qui, en fait, a été excessif des années 20 aux années 30, ou sous la 4e République, a été incapable, par exemple, de gérer la guerre d'Algérie. Cet outil, c'était le droit d'interpellation. Il a eu comme dégât collatéral de faire tomber les ministères. Il ne s'agit pas de faire tomber les ministères, mais de recréer un vrai moment parlementaire et politique.